Bonjour à toutes, bienvenue au webinaire de la Société européenne de fertilité. Donc, ce webinaire est réalisé par Jessica et elle parlera sur les critères de choix de la donneuse et les clés pour un don d'ovocytes réussi. Alors, je suis Isabelle Ricotier et je vais modérer ce webinaire qui est fait par la Société européenne de fertilité. Alors, il s'agit d'une société scientifique qui fournit des outils, du soutien et de l'éducation pour les cliniques de fertilité et pour les patients et qui a été fondée en décembre 2020. Alors, pour fournir cette éducation, elle met en marche des webinaires pour aider les cliniques, les patients, les organisations et les sociétés à se consacrer aux besoins des patients et ces webinaires sont disponibles en français, en anglais, en italien, en espagnol. Alors, et bon, ils sont ouverts à tout le monde, ils sont gratuits et il y a une partie questions-réponses pour que les patients puissent apprendre et parler avec les experts en direct. Mais en cas où vous les manquez, il y a tout le temps à chaque webinaire, on enregistre l'enregistrement sur YouTube et sur le site web, vous pouvez continuer à contacter avec les experts. Et pour être au jour avec les suivants webinaires, vous pouvez continuer les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Aujourd'hui, on est avec Jessica, qui travaille et la coordinatrice francophone à la clinique Ferticentro au Portugal, qui est une clinique leader dans le domaine de la reproduction et qui collabore avec des médecins de renom dans le domaine. Donc, Jessica, bienvenue. Merci. C'est à moi. Donc, bonjour à tous. Je commence par remercier Isabelle et la Société de fertilité européenne de fertilité pour cette invitation. Donc, comme Isabelle l'a dit, je suis coordinatrice francophone à Ferticentro depuis 2015 déjà. La plupart de nos patients sont francophones, français. Et d'ailleurs, on a d'ailleurs un partenariat avec une association française qui est les Cigognes de l'Espoir. Donc, comme Isabelle l'a dit, je vais aujourd'hui vous parler au sujet des critères de choix des donneuses sur les points clés pour un don d'ovocytes réussi. Plus spécialement, bien sûr, dans le contexte portugais et notamment à Ferticentro, donc clinique où je travaille actuellement. Le choix d'une donneuse, c'est c'est une responsabilité très importante, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. La donneuse est une jeune femme qui fait un traitement invasif pour aider d'autres personnes à réaliser le rêve de fonder une famille. Avoir une donneuse, c'est un peu avoir quelqu'un qui va être lié à nous pour toujours. Ce qui fait que le choix est très important et il commence bien avant la sélection de la personne proprement dit qui va faire don de ses ovocytes. Il commence au préalable par le choix de la clinique en fonction des disponibilités financières, sociales, des croyances, etc. Pardon. Il faut trouver une clinique avec qui vous pouvez créer une relation de confiance forte et à long terme, bien sûr. Malheureusement, il est souvent nécessaire de recourir à plusieurs tentatives pour réussir à tomber enceinte. Donc, afin d'optimiser les choses, avoir le moins de stress possible, il faut vraiment avoir confiance en l'endroit où vous allez réaliser votre traitement. C'est très important d'avoir toutes les réponses à vos questions, et de bien comprendre comment les choses fonctionnent à la clinique que vous avez choisie, que ce soit du point de vue légal, d'organisation ou bien de la sélection tout simplement des donneuses, comment est-ce que tout ça est fait. Il est aussi important d'établir
à l'avance la façon dont vous souhaitez être traité en fonction de vos besoins. Il y a certaines personnes, par exemple, pour lesquelles un contact plus informel est souhaité, d'autres le contraire. Certaines personnes ont besoin d'avoir accès à énormément d'informations, d'autres moins. Il faut vraiment choisir et indiquer quel est votre souhait, comment est-ce que vous souhaitez être traité. Il est important de demander de l'aide pour mieux comprendre, bien sûr, la partie génétique, l'épigénétique, quelle est l'influence de la mère pendant la grossesse. Tout ça, ce sont des informations qui sont importantes à avoir dès le départ. Une fois que la clinique est choisie, il est aussi donc une partie importante, bien sûr, énormément importante, c'est de savoir qui sont les donneuses. Au Portugal, spécifiquement, ce sont des jeunes femmes qui ont légalement entre 18 et 34 ans. C'est une obligation légale. Il n'y a pas de restriction du point de vue de la nationalité. La majorité de nos donneuses sont portugaises, mais nous avons aussi des donneuses brésiliennes, japonaises, allemandes, françaises. C'est vraiment, on a plusieurs nationalités, plusieurs donneuses avec plusieurs nationalités. Au Portugal, il n'y a pas, la loi n'oblige pas à ce qu'une donneuse ait déjà eu une grossesse. Donc la plupart de nos donneuses n'a pas encore eu d'enfant. Coimbra, c'est une ville universitaire. Donc la majorité des donneuses a des études supérieures. Ça, c'est une information que nous partageons avec nos patients. Les donneuses, il faut qu'on sache quelle est la motivation d'une donneuse et l'altruisme est obligatoire. Ensuite, du point de vue des spécificités de la loi, l'une des spécificités les plus importantes, c'est le non-anonymat au Portugal. C'est-à-dire que les enfants nés issus d'un don peuvent avoir accès à l'identité de leur donneuse, si c'est leur souhait, à la majorité. L'accès à ces origines est donné et accordé par l'État portugais, donc c'est une information qui est valable pendant 75 ans, ce qui fait que si par exemple un centre ferme, l'identité de la donneuse est tout de même garantie aux enfants concernés. Le Portugal est l'un des rares pays en matière de PMA pour lequel le don est contrôlé, c'est-à-dire que les donneuses peuvent faire jusqu'à un maximum de 4 dons. La sélection les donneuses ont un dédommagement, c'est obligatoire par la loi. Elle est identique pour tous les centres de PMA, qu'ils soient publics ou privés. C'est une procédure qui est très claire. La somme perçue est de 878 € par don. Et ce dédommagement doit toujours être réglé par virement bancaire. Et il faut qu'il y ait un reçu correspondant. Si par exemple, lorsqu'il y a des inspections officielles, les cliniques doivent présenter obligatoirement des preuves de dédommagement lors de ces mêmes inspections. La sélection des donneuses à Ferti-Centraux, ça se passe en fait de cette façon. D'abord, il y a une inscription qui est faite à travers de campagnes, donc à travers de notre site internet, à travers des fois les donneuses nous contactent directement sur notre site, directement par téléphone. Une fois l'inscription faite, il y a des rendez-vous qui sont fixés pour une évaluation clinique. Donc l'évaluation est faite, donc il y a des examens qui sont faits du point de vue génétique, gynécologique, psychologique. Toutes les maladies infectieuses sont évaluées avant que la donneuse soit approuvée, soit acceptée par le programme de don. Du point de vue de l'évaluation psychologique, cette évaluation nous permet d'évaluer l'état mental de la donneuse, son ouverture face au don et bien sûr au non-anonymat, parce que cette personne peut être contactée au bout de 18 ans, il faut qu'elle sache et qu'elle soit prête à recevoir donc ce contact de cet enfant qui peut la contacter. Cette évaluation vise aussi à donner un soutien émotionnel aux donneuses.
Donc, une fois la donneuse évaluée, une fois que tous les examens sont faits, à Ferti Centro, on établit 2 profils. Un profil basique, où sont mentionnées donc, les informations cliniques, ou avec les caractéristiques physiques les plus basiques, les résultats des examens réalisés, les résultats des dépistages génétiques, etc. Donc, tout ça sur ce profil. Et un deuxième profil qui est un profil avec les informations biologiques, psychologiques et sociales. Donc les caractéristiques les plus détaillées, le niveau d'études, la profession de la donneuse, les traits de personnalité, l'arbre généalogique, les messages, souvent des messages sont laissés aux patients, etc. Ensuite, les donneuses, une fois donc une patiente nous contacte pour réaliser un don, les donneuses sont choisies en fonction donc, des critères, des caractéristiques physiques. Donc, les caractéristiques physiques de la donneuse doivent être identiques, similaires à celles de la patiente, en fonction donc, des traits de la taille, la couleur de la peau, les yeux, les cheveux. On compare les photos de la patiente et de la donneuse. Les traits sociaux aussi sont utilisés dans cette comparaison, au niveau d'études, quels sont les hobbies, tout ça est pris en compte dans le choix d'une donneuse pour une patiente. Je termine avec un exemple de profil des donneuses. Ça, c'est vraiment le profil d'un donneur de Ferti Centro. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est très petit, mais il y a vraiment plusieurs informations. Donc, au niveau de la personnalité, mode de vie, expérience, qu'est-ce qu'il préfère dans la vie, les traits de caractéristiques physiques au départ, le niveau d'études. Tout ça est indiqué et est donné aux patientes lorsqu'une donneuse est choisie pour elle. Donc voilà, je termine ma présentation. J'espère que je vous ai élucidé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser toutes vos questions. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Merci beaucoup. Beaucoup, Olga. Merci. Merci. Alors, on passe à la partie questions-réponses. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai reçu quelques-unes des réseaux sociaux, donc si ça ne vous dérange pas, je vais les poser. Mm-hmm. Alors. Alors, je vais lire d'abord et après je réponds. On fait comme ça? J'ai déjà donc écouté plusieurs fois que si vous avez eu plusieurs cycles de ratés pendant le processus de don, il arrive qu'il ne vous laisse pas de continuer. Combien de cycles ratés avec don d'ovocytes serait un problème pour votre clinique? De cycles ratés pendant le processus de don. Alors, normalement, à la clinique à Ferti Centro, on ne va pas refuser la réalisation d'un traitement. Ce qui peut se faire, c'est de demander la réalisation d'examens complémentaires au niveau, par exemple, de l'endomètre pour maximiser les chances de succès après ces cycles, étant donné ces cycles qui ont été ratés. Mais on ne refuse pas normalement un traitement, sauf s'il y a vraiment une indication claire qui nous indique qu'effectivement, il y a de gros risques pour la patiente ou pour un enfant qui pourrait éventuellement naître, par exemple, de ce traitement. Mais c'est pas parce qu'il y a un cycle qui est raté qu'on ne va pas... on n'a pas de nombre maximum de cycles ratés. D'accord, minimum. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai vu que quelqu'un était en train d'écrire. Donc, peut-être pendant qu'elle finit, je peux publier une autre. Ah, voilà. En cas de fermeture de la clinique, et si la personne
né d'un don veut connaître ses origines, sur quel type de registre est noté les coordonnées et qui est en possession de ce registre. Alors, l'enfant, quand il atteint ses 18 ans, il n'y a que lui qui peut contacter les autorités compétentes pour le faire. D'accord ? Personne d'autre ne peut le faire pour lui. Et ces autorités, c'est le Conseil national de procréation médicalement assistée. C'est donc le conseil qui gère toute la partie, légale des traitements de PMA au Portugal. D'accord ? Ce sont eux qui donnent qui possèdent l'identité de toutes les donneuses et donneurs. Y a-t-il des preuves pour montrer si un don anonyme ou non anonyme serait préférable ? Je ne comprends pas très bien cette question. Au Portugal, en fait, la loi qui est actuellement en vigueur est du non-anonymat, c'est-à-dire que c'est pas un choix, en fait. C'est vraiment, au Portugal, les donneuses, les donneurs sont non-anonymes. On ne peut pas choisir si dans un cas en particulier, un don anonyme est préférable ou pas. C'est vraiment une question de loi, et tous les dons sont non-anonymes, actuellement. Je pense qu'il va avoir une D'autres autre questions ? question. Ouais. Bah, moi aussi, j'avais reçu une question sur cela, sur le don non anonyme ou anonyme. Mais bah, je vais la sauter, évidemment. Alors, ça, c'est une question un petit peu plus médicale. Moi, je suis coordinatrice, j'ai pas fait d'études dans la partie médicale. Je sais que ce que mon expérience me dit par rapport au cas que j'ai déjà vu à la clinique depuis que j'y travaille. Donc, l'âge de la receveuse, d'après ce que je sais, encore une fois, je suis pas médecin, mais d'après ce que je sais, si on part sur un don d'ovocytes, l'âge de la receveuse, c'est pas l'âge qui est un facteur de fausse couche. Parce que ce sont les ovocytes de la donneuse qui vont être utilisés. Donc, l'âge qui est pris en compte ici, c'est l'âge de la donneuse des ovocytes. D'autres risques de fausse couche peuvent être liés à la receveuse, mais l'âge, normalement, ne l'est pas. D'après ce que je sais, ça peut être un problème plutôt lié à une partie plutôt immunologique ou donc des facteurs de thrombophilie altérés, tout ça, ce genre de situation. Mais l'âge n'en est pas un. Alors, bonjour, quand il y a adoption d'embryon, est-ce que l'embryon est issu d'un double don ou d'une FIV sans don d'ovocytes ? L'adoption d'embryons au Portugal, c'est en fait, ce sont des embryons surnuméraires de patientes qui ne souhaitent plus utiliser leurs embryons, en fait. Donc, une patiente qui, par exemple, a déjà eu ses enfants issus de ces embryons, et elle en a encore 2 ou 3, par exemple, et elle souhaite faire don de ces embryons à d'autres personnes parce qu'elle ne souhaite plus les utiliser, elle ne veut pas les détruire. Et ces embryons-là, en fait, ils peuvent être issus d'un double don, donc d'une patiente qui a dû recourir à un don d'ovocytes et un don de sperme, mais il peut aussi provenir seulement d'un don d'ovocytes, avec le sperme du conjoint, ou d'une FIV, par exemple, avec les ovocytes de la patiente. Donc, ça peut vraiment être tout type d'embryon, pas seulement issu d'un don d'ovocytes ou d'un double don. Ça peut être de n'importe quel traitement qui a été réalisé, FIV avec ovocytes propres, etc. On ne peut pas choisir le type d'embryon. Alors, normalement, les embryons, pour un don d'embryon, ils sont choisis en fonction
en fonction des caractéristiques physiques des patientes, des patients ou des patients si c'est un couple hétérosexuel. Une patiente peut nous dire, écoutez, moi je ne veux pas, je veux un don obligatoirement d'embryon issu d'un double don ou d'un don d'ovocytes. Si, imaginons qu'on ait effectivement des ovocytes, des embryons compatibles avec la patiente en question et qui soient effectivement issus d'un double don ou d'un don d'ovocytes. C'est tout à fait possible de recourir à cet embryon-là. Mais si on n'en a pas, soit la patiente doit attendre qu'on en ait, soit partir elle-même sur un double don ou un don d'ovocytes, qui est un traitement qui est plus coûteux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou non, il n'y en a plus? Alors, lorsque les patientes doivent signer un consentement à la clinique, les patients doivent signer un consentement à la clinique, un psychologue explique-t-il les responsabilités juridiques et psychologiques, identité, origine, etc., qui impliquent les parents et les donneurs? Alors, j'ai un peu du mal à comprendre cette question. Donc, les patients doivent obligatoirement signer, parlons point par point de cette question, les patients ils doivent obligatoirement signer les consentements concernant chaque traitement réalisé. Donc, si une FIV est faite, un consentement pour une FIV doit être signé. S'il y a congélation des embryons, un consentement de la congélation est obligé. Il n'y a pas obligation. Le psychologue, on a une psychologue à Fertis Centraux, et elle est disponible pour des consultations avec nos patients et avec nos donneuses. Mais du point de vue avec des patientes, par exemple, elle n'explique pas les responsabilités juridiques et psychologiques aux patientes. Par contre, aux donneuses, oui, les donneuses, lorsque, avant de réaliser leur don, l'évaluation psychologique que j'ai expliquée lors de ma présentation, elle vise justement ça, à bien expliquer que signifie ce don non anonyme, quelles sont les implications. Donc effectivement, un enfant 18 ans plus tard peut les contacter, et tout ça est bien expliqué, et oui, c'est fait par la psychologue. J'espère avoir répondu, sinon n'hésitez pas à préciser un petit peu mieux, comme ça j'essaierai de mieux répondre. Alors, comment le registre des donneurs est tenu à jour? Parce que 18 ans plus tard, il n'est pas forcément évident de retrouver quelqu'un qui a un nom courant et évidemment qui aura probablement déménagé depuis le don. Alors, ça, c'est quelque chose pour laquelle malheureusement nous n'avons pas de recul, parce que la loi, elle est passée en 2018, donc on est en 2022. L'identité qui est donnée, ce qui est gardé, c'est le nom complet de la donneuse ou du donneur. Et effectivement, les donneurs peuvent déménager après le don, mais après, c'est une recherche qui doit être faite s'il le souhaite par l'enfant. Mais le nom complet est maintenu. Et au Portugal, il est assez difficile que deux personnes aient exactement le même nom, parce que les noms au Portugal sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 prénoms et 2 ou 3 noms de famille. Donc, c'est pas comme en France où, par exemple, il n'y a qu'un prénom, un nom, et il y a énormément, par exemple, de Michel Martin, ou, enfin, je sais pas, j'ai un exemple, mais c'est un petit peu plus facile à trouver. En moyenne, quel est le délai entre le premier rendez-vous avec le médecin à Fertis Centraux et le transfert dans un cadre d'un double don? Alors, tout ça, ça va dépendre déjà du temps que la patiente met à faire tous ses examens.
Lors d'un double don, normalement, ce qu'on demande, c'est donc de faire tous les examens nécessaires à la réalisation du traitement pour évaluer donc si le traitement est possible. Si la patiente le souhaite, une consultation en ligne peut avoir lieu ou sur place. Sachant que ensuite, après ça, si tout est OK avec les examens, si tout va bien pour réaliser le traitement, il faudra procéder donc à la signature de tous les documents légaux, procéder au paiement du traitement, et après cela, nous, on aura besoin d'à peu près, normalement, 1 mois pour trouver une donneuse, et après le temps de sa préparation, qui est à peu près de 15 jours, je dirais, et ensuite donc la création des embryons qui disons 2 mois jusqu'à ce que les embryons soient créés, grand maximum, normalement c'est moins. Et une fois que les embryons sont créés, donc cryopréservés, on peut programmer la venue pour le transfert en fonction des disponibilités de la patiente et de la clinique, bien sûr. Donc ça peut être fait après soit sur un cycle suivant, soit sur un autre. Mais disons, le délai, on va dire 3 mois en tout, si tout est fait vraiment à la chaîne. Tout bien organisé, sans que les examens sont faits tout de suite, les consentements signés tout de suite, le paiement fait tout de suite, et ensuite l'enchaînement avec la donneuse. Voilà. Combien de donneuses, donneurs disposez-vous dans vos registres? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question exactement. Je sais qu'on a plus de 500 donneuses normalement, donc qui sont toujours en train de faire des dons. Les donneurs, je ne saurais pas le dire spécifiquement, mais nous disposons de donneuses et de donneurs pour nos patients. Il n'y a pas de liste d'attente dans la sélection des donneurs. Quel est le coût d'un cycle de don d'ovocytes dans votre clinique? Le coût donc d'une FIV avec don d'ovocytes est de 6 900 €, sachant que dans ce montant-là, tout le traitement de la donneuse est déjà inclus, la fécondation des ovocytes, le transfert des embryons, donc le premier transfert. Ce qui n'est pas inclus ici, c'est tout ce qui est médicaments qui doivent être achetés par la patiente, bien sûr, et tous les examens complémentaires qui doivent être réalisés. La congélation des embryons, elle non plus. Donc, s'il y a des embryons surnuméraires, la congélation n'est elle non plus pas incluse. Il faudra ajouter 500 € pour ça pour 3 ans. Comment fonctionnez-vous avec Cryos? Donc Cryos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une banque de sperme située au Danemark. C'est une banque avec laquelle on collabore. Comment on fonctionne, je ne sais pas dans quel sens. Nous pouvons sélectionner des donneurs, ou normalement ça c'est plutôt pour la sélection de donneurs de sperme, pour nos patientes donc avec cette banque Cryos. Donc on indique, c'est nous qui nous occupons de la sélection des donneurs, on indique le montant à payer en fonction du nombre de paillettes,
acheter, et les patientes nous procèdent au paiement, et nous, on s'occupe de tout avec Cryos, la livraison incluse, etc. Alors, il y a plus personne qui écrit, donc je sais pas s'il n'y a plus de questions. Mhm. Bah, je ne pense pas qu'il ah voilà, il y a quelqu'un qui Quelqu'un qui écrit. écrit? Mhm. Ah non, c'est pour dire merci. Ah, on a une question. Donc, si le premier transfert n'aboutit pas à une grossesse, faut-il payer de nouveau? Alors, oui, j'ai peut-être pas été très claire avec cette partie-là du paiement. En fait, voilà, le traitement, les 6 900 € correspondant au coût total du traitement pour un don, par exemple, inclut un seul transfert d'embryon. S'il y a des embryons surnuméraires, ils sont congelés, donc ces embryons, et il n'y a pas besoin de recourir à un nouveau traitement, de refaire donc un nouveau traitement, un nouveau cycle de traitement avec une nouvelle donneuse. Donc, ce que vous aurez à payer à ce moment-là, c'est le coût d'un transfert d'embryon cryopréservé qui est de 1 290 €. Voilà. Alors, changement de sujet. À titre de disponibilité, il reste de la place pour juillet et ou août. Alors, ça, c'est une question à voir avec notre personnel responsable par l'organisation des traitements. Donc, on a un personnel qui s'occupe de ça. Je pense que oui. On est en mai, donc je pense que oui. Il reste des places, oui, pour juillet et pour août. Effectivement, je crois que oui. Après, août, je dirais quasiment sûr, et juillet, il faudrait confirmer, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Comme on est en mai, mi-mai, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, bonsoir, pouvez-vous m'indiquer le nombre de tentatives moyen pour obtenir une grossesse à terme avec le double don? C'est des questions un petit peu difficiles à répondre. C'est vraiment très difficile. On ne peut pas indiquer, je ne peux pas indiquer comme ça combien. On n'a pas de statistiques pour ça faites à Ferti Centraux.
Donc je ne saurais pas y répondre. Normalement, pour un double don, la probabilité de succès est très élevée. C'est normalement supérieur à 70%, mais je dis ça sans savoir en particulier, donc pour vous, Rachel, quels sont, si tout va bien au niveau de l'utérus, s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, s'il n'y a pas de souci au niveau de l'endomètre, des thrombophilies. Donc, normalement, c'est un traitement pour lequel voilà, il y a de fortes probabilités de succès, mais tout dépend chaque cas est un cas et j'ai pas de probabilité à vous indiquer à ce niveau-là. Un pass sanitaire pour le Covid est-il demandé à la clinique? Alors, le pass sanitaire est demandé dans des situations particulières. Lorsque par exemple, il y a une ponction. Donc la ponction est quand il y a une FIV, donc une stimulation et donc la ponction, il faut un pass sanitaire et un test Covid est fait le jour même à la clinique, disponibilisé par la clinique, pour être sûr que la patiente n'est pas infectée par le Covid. Mais le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Excusez-moi, parce que le pass sanitaire n'est pas obligatoire, non. Alors, il y avait quelqu'un qui était en train d'écrire, mais il a disparu. Donc, est-ce qu'il y a plus de questions? Bon, bah, on va finaliser. Ok. Alors, merci beaucoup, Jessica. Je vous remercie beaucoup et Merci. on se reverra la semaine prochaine avec la docteure Estefania Garcia pour voir l'influence qu'a la maman sur l'expression génétique de l'enfant. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire, Jessica? Non, je vous remercie et puis j'espère à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir.